Bonjour à tous les amis, alors là ça va être une vidéo spéciale bilan de cette saison 2025 sur le cyclisme. Alors oui, désolé de ne pas avoir fait la Vuelta, mais au mois d'août c'était un petit peu compliqué pour moi de faire la preview et tout ça de la Vuelta. On essaiera pour 2026 de le faire, mais le plus important pour moi c'est le Tour de France et bien sûr aussi le Giro et d'autres courses. Voilà, après j'étais plus lié au football qu'au cyclisme, mais on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans cette année 2025 dans ce domaine du cyclisme. Voilà, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé sur la planète du cyclisme cette année 2025, avec tout d'abord les premières grandes courses de la saison qui étaient surtout au mois de mars, avec bien sûr un Paris-Nice qui a été gagné par Jorgenson, même s'il y a eu de belles performances de Lenny Martinez, qui a gagné quelques petites étapes, si je ne dis pas de bêtises, il en a gagné deux, voilà, qui a été prometteur dans ce début de saison, un Vingegaard que tout le monde pensait qu'elle allait gagner ce Paris-Nice, et c'est Jorgenson qui a gagné son deuxième Paris-Nice d'affilée. On sent que Jorgenson il est assez bon dans les débuts de saison, et on a bien vu qu'avec la suite de la saison c'était un petit peu plus compliqué par rapport à Vingegaard qui était peut-être un petit peu trop juste dans ce début de saison dans le Paris-Nice, et après qui a dû abandonner, et au final voilà, c'est Jorgenson qui avait gagné ce Paris-Nice. En même temps, il y avait aussi un Tirreno Adriatico avec la victoire d'UAE et d'Ayuso qui avait gagné sur le Tirreno Adriatico. La classe, c'est une course qui est en même temps que Paris-Nice, et c'était Ayuso. Et voilà, on sentait déjà le duel entre la Jumbo-Visma et bien sûr UAE comme chaque année, et il y a eu déjà ce premier duel. Après, il y a eu aussi la Stradé des Bianchi, que ce soit chez les femmes ou que ce soit aussi chez les hommes. Où chez les femmes, c'est Wolverine qui a gagné et qui est une très grande coureuse de Grand Tour et d'étape. Et surtout aussi, il y a la victoire, bien sûr, dans la Strade des Bianchi de Pogačar, qui avait gagné la première course de la saison, où ça a été quand même énorme, la Strade des Bianchi, où ça arrive à Sienne avec des chemins blancs. Il y a Pidcock qui a essayé de le tenir tête un petit peu, et au final Pogačar qui avait gagné sa première grande course de la saison, c'était la Strade des Bianchi. C'était la première course de la saison. Après, bien sûr, il y a eu Paris-Nice, comme je vous l'ai expliqué, et aussi Tirreno Adriatico. Mais la première victoire de Tadej Pogačar, c'était sur cette Strade des Bianchi. Après, dans ce mois de mars aussi, il y a eu le Milan-San Remo, un Milan-San Remo qui a été très intéressant parce que on a bien vu, ça a attaqué assez tôt dans le Milan-San Remo, ça avait attaqué au bout de 30 km sous le biais encore de Pogačar, qui a été suivi par Van Der Poel, qui avait été suivi aussi par Filippo Ganna et Romain Grégoire. Romain Grégoire qui avait fait une belle performance, mais qui avait craqué par la suite. Et après, ils sont arrivés à deux, même si Ganna était juste derrière et avait fini troisième et avait fini le podium de ce Milan-San Remo. Mais voilà, on avait vu déjà le premier duel entre Van Der Poel et Pogačar dans ce bilan, où bien sûr, il y a eu d'autres classiques entre les deux, mais on voyait que les classiques cette saison, ça allait se jouer entre Pogačar et Van Der Poel, et bien sûr au sprint Van Der Poel qui gagne son deuxième Milan-San Remo, ou sinon dans les commentaires vous pourrez me dire. Mais voilà, Pogačar, on le sentait que il a essayé dans le Poggio d'attaquer, de mettre de l'énergie, d'essayer de battre ce Van Der Poel. Mais Van Der Poel, à chaque fois, il est revenu. Et on sait très bien qu'au sprint, entre un Van Der Poel et un Pogačar, même si Pogačar est bon aussi en contre-la-montre, excusez-moi, au sprint, même s'il est bon au sprint, Pogačar, Van Der Poel est meilleur, et Van Der Poel avait gagné ce Milan-San Remo. Après, il y a eu aussi le Tour de Catalogne. Où Primož Roglič s'était imposé pour préparer sa saison du Giro. Voilà, un Tour de Catalogne, bon, bien préparé, même s'il y a eu des Ayuso qui étaient là, il y a eu des Eric Mas, mais bon, un Roglič avait gagné ce Tour de Catalogne.
Après, bien sûr, on passe au mois d'avril. Et alors, au mois d'avril, il s'est passé pas mal de choses très intéressantes, hein. En commençant bien sûr par le Tour des Flandres, gagné comme bien sûr par Pogačar qui a placé une attaque et que personne n'a pu suivre. Et belle victoire de Pogačar qui a fait une saison monstrueuse. Et comme vous allez voir, avec tout ce qu'il a gagné, que ce soit les classiques et puis après les grands tours. Mais voilà, le Tour des Flandres gagné par Pogačar. Là, il n'y a pas eu de débat. Il a gagné le Tour des Flandres. Un Tour du Pays Basque gagné par João Almeida. Voilà, une équipe UAE qui a été extraordinaire, hein, que ça soit dans les classiques, dans les courses d'un jour avec Pogačar, et pas que, parce que Del Toro a fait aussi de belles courses, surtout dans des courses italiennes. Mais après, regardez, Tour du Pays Basque qui durait une semaine, Almeida qui avait gagné. On a vu que UAE, comme la Jumbo-Visma, a fait une très belle saison, mais quand même UAE, entre parenthèses, a fait plus de 96 victoires dans la saison. C'est pour ça que c'est quand même assez énorme. Et dans ce Tour du Pays Basque, là, au mois d'avril, ça avait été Almeida qui s'était imposé. Après, tu avais un Paris-Roubaix. Paris-Roubaix où Pogačar finit deuxième et même s'il n'a pas une petite trajectoire, parce qu'on a bien vu à un moment donné que Van der Poel, qui est habitué parce qu'il a gagné 3 Paris-Roubaix, et alors que Pogačar c'était son premier, on a bien vu que dans les trajectoires, là à la fin, Van der Poel a pris tous les risques, Pogačar aussi, mais bon voilà, c'est l'expérience qui a parlé, et dans le Paris-Roubaix, c'est Van der Poel qui s'est imposé encore sur le monument, même si c'est quand même assez étonnant et c'est impressionnant de voir un Pogačar finir deuxième d'un Paris-Roubaix. Moi, j'aurais jamais cru qu'un Pogačar pouvait aller tenir et aller chercher un podium sur un Paris-Roubaix. Moi, vous me dites Pogačar, je vous dis que Paris-Roubaix, je ne voyais pas du tout faire ça. Et je me dis, dans les prochaines années, voire même l'année prochaine, il va encore essayer de titiller un Van der Poel pour aller chercher ce Paris-Roubaix qui veut vraiment Pogačar. Après, il y a eu l'Amstel Gold Race, la course bien sûr qui se déroule aux Pays-Bas. Alors là, assez étonné du vainqueur, même si bon, on le sait qu'il peut être bon aussi dans les classiques, c'est Skelmos qui avait gagné cette Amstel Gold Race, et non, pas de Pogačar ni de Van der Poel, Skelmos, le Danois, qui a gagné l'Amstel Gold Race, c'était bien pour lui. Après, la Flèche Wallonne, comme Liège-Bastogne-Liège, là il n'y a pas eu de débat. Pogačar les a raflés les deux. Voilà, première Flèche Wallonne pour Pogačar, première victoire. Un Liège-Bastogne-Liège, c'est son deuxième ou troisième Liège-Bastogne-Liège. Voilà, bon, là, Pogačar, il a dominé tout. Il a dominé tout dans ce mois d'avril. Comme vous voyez, tous les classiques qu'il y a eu, c'est Pogačar qui les a gagnés. Après, fin avril, début mai, nous avons eu le Tour de Romandie. Et alors là, un Tour de Romandie gagné par Almeida, qui a fait un début de saison, mais aussi, un peu comme Pogačar, stratosphérique. Et on a eu des regrets parce que Lenny Martinez, on aurait pu croire, parce que Lenny Martinez finit deuxième, parce qu'à un moment donné, lors du dernier contre-la-montre, Lenny Martinez avait seulement 7 petites secondes par rapport à Almeida. Et on sait très bien qu'Almeida est supérieur à Lenny Martinez sur les contre-la-montre. C'est pour ça que dans le Tour de Romandie, c'est Almeida qui s'est imposé. Mais Lenny Martinez avait fait une très belle performance en finissant deuxième de ce Tour de Romandie, qui est vraiment une immense performance de Lenny Martinez sur un Tour de Romandie qui était quand même assez élevé, parce qu'il y avait des Jai Hindley, il y avait des Ayuso, voilà, il y avait quand même pas mal de bons coureurs, et Lenny Martinez avait fini à cette belle deuxième place au classement. Bien sûr, après, dans ce mois de mai, le premier grand tour de la saison, avec la victoire de Jumbo-Visma et de Simon Yates, on en a parlé beaucoup sur ma chaîne, ou bien sûr après Carapaz qui finit deuxième, et un Del Toro que tout le monde pensait, et là ça a été la révélation Del Toro sur ce Giro, parce que ce Mexicain-là, je ne le connaissais pas trop, et c'est là où il s'est révélé, parce qu'à un moment donné, quasiment jusqu'à la dernière étape, Del Toro avait ce maillot rose, et c'est après au final Simon Yates qui s'est imposé suite à en fait un Del Toro et un Carapaz qui se sont totalement regardés et qui ont laissé un Simon Yates qui avait quand même
3 minutes de retard, hein, 3 minutes de retard et qui a récupéré presque 5 minutes, ce qui veut dire que Simon Yates gagne avec plus de 2 minutes d'avance sur un Carapaz et un Del Toro qui se sont totalement regardés. Voilà, ça a été un Giro assez intéressant parce qu'il n'y a pas eu les gros cadors tels que Pogačar et Vingegaard, même si à un moment donné, on pensait tous que ce Giro-là allait se jouer entre Ayuso et Roglic. Au final, Ayuso a abandonné. Roglic aussi a abandonné sur ce Giro, ce qui a fait qu'après ça a profité à des Carapaz d'être sur le podium, à des Simon Yates qui, on se souvient tous en 2018 sur le Finistère en plus, avaient totalement déraillé, et à des Del Toro qui s'étaient révélés mais en finissant troisième. Mais attention à ce Del Toro dans l'avenir, si il est plus malicieux, s'il est vraiment plus malin, il gagnera des grands tours. Mais là, franchement, Del Toro avec Carapaz sur ce Giro, ça a été quand même une assez catastrophe. Et Simon Yates en a bien profité dans ce premier grand tour, gagné bien sûr par la Jumbo-Visma. Après, au mois de juin, nous avons eu le Critérium du Dauphiné, un Critérium du Dauphiné où on a bien vu une belle performance de Paul Sexas qui avait fait son premier, et c'est là où on a eu la révélation de Paul Sexas, du jeune qui avait 18 ans, qui a eu 19 ans, et on se disait c'est prometteur parce qu'il a fini 7e ou 8e au classement général, d'un Pogačar qui a gagné encore une fois ce Critérium du Dauphiné pour la première fois, mais encore une fois parce que cette saison, Pogačar, il a gagné tellement de courses qu'il a encore gagné une sublime course là, le Critérium du Dauphiné, même si on a vu que lors du contre-la-montre, lors de cette semaine du Critérium du Dauphiné, où il avait pris quand même pas mal de retard sur un Evenepoel, Evenepoel avait pris quasiment presque une minute sur Pogačar, Vingegaard aussi avait pris quasiment 30 secondes, même un Paul Sexas. Et au final, on a bien vu que dès qu'il y a eu la montagne, Pogačar c'était le plus fort. Il n'y a que Vingegaard qui a essayé un petit peu de le suivre dans ce Critérium du Dauphiné, mais c'était bien lui le plus fort, et il s'est imposé et il a gagné ce Critérium du Dauphiné. Après, il y a eu aussi quelques semaines après le Tour de Suisse, où là nos Français nous ont fait rêver avec un Vauquelin qui a fini deuxième et un Alaphilippe qui a fini troisième ou quatrième, je ne le sais plus, mais voilà, un Vauquelin qui a été énorme, un Romain Grégoire aussi qui a été super lors de le début de ce Tour de Suisse, mais au final, dès qu'il y a eu la montagne, on sait que Romain Grégoire a eu un peu plus de mal, et c'est pour cela qu'après Romain Grégoire a perdu son maillot, mais après Vauquelin était là, et on s'est dit pourquoi pas Vauquelin allait gagner. Et au final, encore un contre-la-montre, un peu comme au Tour de Romandie. Vauquelin n'avait pas assez d'avance sur Almeida, et c'est Almeida qui s'est imposé sur ce Tour de Suisse. Un Vauquelin qui a fini deuxième, malheureux, mais c'était prometteur pour après le Tour de France et pour l'avenir de Vauquelin, parce que quand on voit la performance qu'il a fait face à un Almeida, c'est dommage, il aurait eu un peu plus d'avance, peut-être que Vauquelin aurait gagné ce Tour de Suisse. Après, il y a eu aussi les championnats de France, gagnés par Damien Gaudon, qui était en Vendée, qui était vers le monde des Alouettes. Il a gagné dans un petit sprint. Voilà. Bon, après, sa saison a été quand même assez moyenne, parce que souvent, un champion de France, on essaye de le voir, il n'a pas fait le Tour de France. On l'a pas beaucoup vu aussi sur une Vuelta et tout ça. Ça a été assez décevant parce que souvent, quand tu es champion de France, tu as vraiment envie de le voir sur d'autres courses. Et on l'a peu vu cette saison sur cette course d'Amine Gaudon, même s'il a gagné quand même les championnats de France. Et bravo à lui. Bien sûr, on passe au mois de juillet. Et comme l'indique mon magazine que j'ai juste à côté, Pogačar, seul au monde, qui a gagné ce Tour de France tranquille, un début de Tour de France assez serré, hein, on l'avait bien vu, parce que bon, même si Vingegaard avait tenu la cadence, hein, on l'avait bien vu, c'était super serré avec des Van Der Poel, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Dès qu'il y a eu le premier contre-la-montre, Evenepoel, on pensait qu'il allait récupérer pas mal de temps à Pogačar. Et ben non, parce que au contre-la-montre de Caen, finalement il n'y a eu que 16 secondes entre Evenepoel et Pogačar. Et après Pogačar, dès qu'il a eu le maillot jaune, il a perdu, je pense, une journée, si je ne dis pas de bêtises,
où c'est après Ben Inni qui a fait une très bonne course en finissant dans le top 10. Mais après, Pogacar, c'était bien sûr le meilleur, celui qui était le meilleur sur cette course du Tour de France. Il n'y a pas eu de débat. Vingegaard, qui avec ses armes a essayé de contenir. Et voilà, même s'il finit à 4 minutes 26 de Pogacar, eh ben, c'était surtout le deuxième plus fort. Et puis après, la déception de ce Tour de France, c'est des Evenepoel, c'est des Roglic, même si Roglic l'a terminé en 8e position. Mais après, un Evenepoel qui abandonne, hein, c'est ça qui est dommage, parce qu'un Evenepoel, on se dit que normalement c'était lui, le troisième, comme en 2024. Hein. Tout le monde pensait que ça allait être le même podium. En fait, ceux qui en ont profité, c'est Lipovic, le jeune allemand qui en a profité et qui, au final, a fini troisième de ce Tour de France. Et puis après, il faut parler de Gega, le français de Direct Energy, de l'équipe vendéenne, qui finit à une belle 10e place. Bravo à lui. Alors on verra par la suite si c'était une saison où il peut finir 10e, ou si dans l'avenir il peut encore espérer un top 10 sur un Tour de France. Et puis après, surtout, comme je vous l'ai dit, où le Tour de Suisse a été prometteur pour lui, c'est quand même Vauclin, qui était souvent dans le top 5. Au final, il finit 7e du Tour de France. Et ça a été surtout une belle performance en plus pour Arkea, l'équipe bretonne. On verra maintenant, parce que Vauclin a changé d'équipe et est parti chez Ineos. Est-ce qu'il va franchir un cap et il sera peut-être meilleur dans cette équipe, hein, je lui souhaite, mais c'est là où on a vu quand même la performance de Vauclin, de finir à cette 7e place d'un Tour de France. Ça a été énorme. Et voilà, après, il n'y a pas eu trop de débat. La logique a été totalement respectée. Le maillot à pois, ça a été Pogacar. Le maillot vert, même Pogacar qui finit 2e. Mais ça a été quand même Milan, l'Italien, qui a ramené le maillot vert. Après, ce qui est dommage, c'est pour un Lenny Martinez qui aurait pu croire à ce maillot à pois, mais bon, au final, un petit peu trop irrégulier. On a quand même eu une victoire française de Paris-Peintre sur le Mont Ventoux. Quelle belle victoire de Valentin ou Aurélien, je ne sais plus. C'est un des frères Paris-Peintre qui s'est imposé au Mont Ventoux, ce qui a été vraiment magnifique pour lui. En plus, sa première grosse victoire, et hâte de le voir dans l'avenir. Je ne pense pas que ça sera un coureur, Valentin Paris-Peintre, de général, mais je pense qu'il peut encore de faire très belles victoires. Peut-être, pourquoi pas, sur un Mont Ventoux comme il a gagné, regagner dans un Mont Ventoux, dans l'Alpe d'Huez, on verra. Mais je pense que c'est un coureur d'instinct qui peut gagner des belles étapes du Tour de France et dans des cols assez mythiques. Après, bien sûr, on va passer au mois d'août avec bien sûr la Classica Saint-Sébastien gagnée par Ciccone. Après, nous avons eu aussi des classiques, que ce soit fin juillet et début août en Italie, gagnés par Del Toro. Del Toro qui aime vraiment l'Italie et qui s'est imposé sur de belles courses italiennes. Et puis après, nous avons eu surtout la Vuelta. Qui, bien sûr, la Vuelta, où il y a eu des événements. Alors oui, ça a été gâché parce qu'il y a eu des étapes qui ont été annulées, il y a eu des étapes qui ont été raccourcies à cause de manifestations, et ça a un petit peu gâché le plaisir des grands tours, que ce soit le grand tour du Giro, que ce soit le Tour de France. Ces manifestations qui ont bloqué, c'est pour ça aussi que peut-être j'ai pas fait vraiment la preview et tout ça, parce que il y a eu un petit gâchis. Bon, finalement, c'est Vingegaard qui a gagné. Quand même, la saison de Vingegaard, il faut en parler. 2e du Tour de France, vainqueur de la Vuelta. Même si après, nous avons eu un Almeida, comme on a vu en début de saison, et qui a fait dommage parce qu'il avait chuté sur le Tour de France. C'est pour ça, parce que pour moi, je pense qu'un Almeida très fort sur un Tour de France aurait pu finir dans le top 5. Un Almeida qui a été très bon, mais au final, c'est l'expérience qui a parlé avec Vingegaard qui s'était imposé et qui a gagné cette Vuelta. Voilà, un Vingegaard qui a 2 grands tours. Pogacar, pareil. Pogacar qui a certes 4 Tours de France
et un Giro. Vingegaard a 2 Tours de France, une Vuelta. Le seul qui manque à Vingegaard, c'est le Giro. Le seul qui manque à Pogačar, c'est la Vuelta. Mais je pense que ça soit Vingegaard comme Pogačar, ils auront une Vuelta comme un Giro, et même peut-être en 2026, que ce soit l'un ou l'autre, ils peuvent même déjà avoir la Vuelta comme le Giro. Et puis après, il y a eu une belle performance sur cette Vuelta de Tom Pidcock, qu'on n'attendait pas là. Alors oui, après, est-ce qu'il n'y a pas eu énormément aussi de concurrence, hein, sur cette Vuelta? Alors c'est pour ça, mais Tom Pidcock, qu'on n'attendait vraiment pas, c'est la première fois qu'on voit Tom Pidcock finir troisième d'une Vuelta. Alors vraiment, même d'un grand tour, hein, bravo à lui. Mais voilà, je pense que Pidcock, s'il y avait eu un Pogačar ou s'il y avait eu un peu plus de concurrence, je pense que voilà, ça allait être compliqué. À voir si c'est un déclic et si dans l'avenir il peut pas peut-être aller chercher une Vuelta, parce que je pense qu'un Giro, ça me paraît très compliqué pour Tom Pidcock, un Giro de viser plus haut qu'un top 10 ou un top 5, et comme un Tour de France je pense que ça va être très dur, mais une Vuelta on sait jamais. S'il a fini troisième cette année, dans l'avenir il peut vraiment aller chercher un une saison vraiment fabuleuse dans l'avenir, et pourquoi pas aller chercher une Vuelta. Après, il ne s'est pas passé grand-chose dans le mois d'août au niveau cyclisme. Après, bien sûr, au mois de septembre, on a eu les championnats du monde. Alors, le contre-la-montre, eh ben, dominé encore et toujours par Evenepoel, qui a totalement dominé. Un Pogačar assez décevant sur le contre-la-montre des championnats du monde à Kigali, en Rwanda. Et voilà, c'est Evenepoel, bon ben, classique, qui s'est imposé. Après, assez étonné de la performance de Pogačar, qui finit que 5e de contre-la-montre, et alors c'était déçu. Bon, après, il n'y a pas eu photo, parce qu'après, dès le retour et dès le dimanche où il y a eu la course en ligne avec plus de 260 km, qui a gagné à plus de 104 km, il est parti tout seul, Pogačar. Et puis après il y a eu des autres, hein, qui ont essayé de le tenir la cadence, et après c'est Evenepoel qui finit deuxième. Après j'ai plus en tête qui avait fini troisième au championnat du monde. Je pense que c'est Benelli. Mais j'ai peut-être j'ai un petit trou de mémoire, excusez-moi. Mais voilà, c'est quand même Pogačar qui, déçu de sa performance sur le contre-la-montre, il est parti, il a tout réglé à 104 km. Allez, j'y vais. Et puis après, personne n'a pu le suivre. Et après, Evenepoel, eh ben, s'est contenté de la deuxième place. Et puis après, il y a eu une petite bagarre pour aller chercher la troisième place. Et je pense que c'était Benelli qui avait eu cette troisième place dans ces championnats du monde. Après, bien sûr, nous avons eu aussi les championnats d'Europe, qui s'est déroulé aussi au mois d'octobre. Et là, bon, ben, le contre-la-montre encore et toujours gagné par Evenepoel. Et puis après, nous avons eu par contre les championnats d'Europe sur piste, ben, la course en ligne. Et toujours pareil, Pogačar qui gagne et personne n'a pu le suivre. Un Evenepoel qui finit deuxième, voilà. Presque une semaine après les championnats du monde, on remet les mêmes, et c'est toujours pareil. C'était Pogačar, Evenepoel. Surtout sur toutes les courses qu'il y a eu dans cette fin de saison, c'était Pogačar, Evenepoel. Et là, par contre, belle performance de Paul Sexas, qui finit troisième à seulement 19 ans. C'est vraiment magnifique pour le Français, parce que quand tu vois les deux qui sont devant lui, franchement, c'est des monstres. Et Paul Sexas, je pense, il y a l'avenir qui est radieuse pour lui. Et voilà, belle performance de Paul Sexas, qui a fini troisième de ces championnats d'Europe. Après, bien sûr, encore quelques petites courses, mais un petit peu moins connues, gagnées par Del Toro en Italie. Et puis après, ben, les dernières courses de la saison qui s'est déroulée, bien sûr, ce week-end, hein, le week-end là, qui vient de passer, avec bien sûr la 5e victoire au Tour de Lombardie de Pogačar. Et oui, avant c'était Eddy Merckx avec 4 victoires qui était le record. Et bien là, maintenant c'est Pogačar, et pourquoi pas qu'il en gagne d'autres, parce qu'il est tellement assoiffé de victoires qu'il peut aller encore en chercher une 6e, une 7e. Et bien sûr après, le deuxième Evenepoel, le troisième Stoer.
Et voilà, comme je vous l'ai dit, chaque fois qu'il y a eu une course dans cette fin de saison, Pogacar avait gagné. Et le deuxième, ça avait été Evenepoel, qui avait fait une belle fin de saison. Mais Pogacar a été tout simplement extraordinaire. Et puis après, nous avons eu après le Paris Tour, un Paris Tour où on pensait qu'il pouvait avoir une victoire française parce qu'il y avait Gruel et Paul Lapéra à 800 mètres, ils se sont regardés et bien sûr derrière qui avait un groupe de contre et c'est au final Trentin qui gagne son troisième Paris Tour. Bravo à lui à 36 ans qui s'impose voilà, lors de la dernière course de la saison. Et voilà, ça a été vraiment une saison extraordinaire. Surtout maintenant, mon bilan de cette saison, c'est que la première partie de saison a été surtout intéressante par le duel Pogacar-Van Der Poel. Dans toutes les classiques qu'il y a eu une bagarre entre les deux. Après, dans les grands tours, il y a eu surtout une bagarre entre la Jumbo-Visma et UAE. Alors bon, dès qu'il y a eu Pogacar, Pogacar s'est imposé sur le Tour de France, même si la Jumbo-Visma a quand même gagné 2 grands tours, alors que UAE en a gagné qu'un avec bien sûr Pogacar. Alors après, Simon Yates a gagné le Giro, Vingegaard a gagné la Vuelta. Et puis après, la fin de saison avec bien sûr un duel entre Pogacar et Evenepoel. Mais bon voilà, celui qui est le vélo d'or de la saison, c'est Pogacar, vu ce qu'il a tout gagné. La révélation, pour moi, la révélation de la saison, c'est Paul Sexas. Même si voilà, Paul Sexas, on l'a plus connu en juin, mais voilà, c'est quand même une révélation vu sa fin de saison qui a été extraordinaire. Après, Vauclin aussi, qui a été très intéressant et à voir, comme je le répète, comment il va être chez Ineos. Après, un petit message parce que voilà, Omar Fraile, Castrovero de chez Ineos qui prennent leur retraite, un Arnaud Démare qui prend sa retraite, lui qui a gagné une victoire sur le Tour de France, lui qui a gagné 2 fois le maillot Skriklamen du meilleur sprinter sur le Giro, qui prend sa retraite. Voilà, bonne retraite à Arnaud Démare, il le mérite. C'est dommage qu'il n'ait pas eu énormément de victoires sur le Tour de France. Mais voilà, maintenant, hâte de voir la saison 2026. J'essaierai bien sûr de faire un peu plus de vidéos, comme d'habitude, sur le cyclisme, si j'ai bien sûr le temps. La vidéo a duré quasiment presque plus de 25 minutes. Je pense que vous allez regarder que des extraits. Mais voilà, je pense que maintenant, hâte de voir ce que va être le prochain Tour de France. Je pense qu'on fera une preview, voir le parcours du prochain Tour de France. Mais voilà les amis, voilà mon bilan de cette saison 2025 où franchement Pogacar a tout raflé, Evenepoel a bien terminé et hâte de voir l'avenir avec Paul Sexas.